Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview puissante. Ce sont des entretiens avec des hommes et des femmes inspirants qui incarnent leur puissance avec authenticité et qui viennent nous la partager. Je suis Émilie, je suis journaliste, coach énergéticienne, même conseillère capillaire et je suis fondatrice de l'école des puissantes, une formation initiation où on vient apprendre à retrouver de l'autonomie dans sa vie et dans ses énergies. Alors aujourd'hui, je reçois Gilles Diolieuze, qui est mentor en développement personnel, fondateur de l'école des maîtres dauphins. Il a même créé un oracle, l'oracle des maîtres dauphins. Bonjour Gilles, Et bonjour Émilie, merci de ça ton va? invitation. Ah, avec Ouais, très joie. très bien. J'allais dire que tu es l'un des premiers hommes de compte masculin en fait que j'ai suivi quand je me suis ouverte à tout ça, quand j'ai créé mon entreprise, quand je me suis ouvert mon compte sur Insta. Et j'ai trouvé ça génial. Tu sais, j'arrivais un peu innocente quoi, d'avoir des hommes qui incarnaient cette authenticité, cette puissance et tu vois qui affichaient cette leur spiritualité et ce côté très féminin aussi, tu vois. On dit que c'est beaucoup réservé aux femmes. J'ai trouvé ça hyper puissant et j'ai été très vite marquée, notamment par. Enfin, j'ai beaucoup apprécié l'invitation permanente que tu es à vraiment à créer, à voir les choses différemment, même plus profondément, plus consciemment, même quand ça peut un peu secouer, tu vois. Ouais, très bien. C'est ça, j'ai compris le message. Ok, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose dans la présentation? Bah déjà, merci pour ça. Et c'est vrai que je crois que ce qui m'importe et ce que j'ai à amener, c'est effectivement toujours la possibilité de changer de regard et donc de pouvoir dépolariser, prendre le contre-pied et plutôt que de continuer de nourrir une croyance où ce qu'on érige au rang de vérité, c'est le pouvoir du doute, remettre en cause, remettre en question et donc du coup tout simplement réouvrir le champ, pas forcément pour embrasser une autre vérité forcément qui serait mieux, mais simplement déjà pour ce que ça permet de dézoomer et d'envisager que les choses pourraient être différentes que ce que notre cerveau nous le sert. Alors justement, tu vois, j'avais envie de te parler du doute, ça tombe très bien. On apprend que le doute est sain, il peut être sain, il est même nécessaire dans des tas de cas. Pour toi, c'est quelque chose qu'on utilise pour se couper de sa puissance? Alors ça peut, mais c'est toujours pareil, c'est pas tellement l'élément qui est problématique ou honorant, c'est ce qu'on en fait et qui parle à l'intérieur, quelle est la part de nous qui le mobilise et à quel destin, quelle est l'intention derrière. Effectivement, on peut se scléroser, se paralyser, s'inhiber autour d'un doute, mais en réalité, ça n'a jamais été le doute le problème. C'est la justification qu'on a autour du doute. Comment on va s'en servir de paravent et de bouclier pour pas avancer. Ou quand je dis nous, c'est la part de nous qui s'en Hmm. saisit, c'est pas tout notre être. De la même manière, autour du doute, ça peut devenir un moteur pour continuer d'avancer, de chercher, sans forcément d'ailleurs avoir vocation à trouver la réponse, mais un peu comme en philosophie, rester dans le questionnement permanent qui nous maintient en haleine, en présence aussi d'une certaine manière. Ouais, le doute, c'est ni bien ni mal, Bah, pour moi, il n'y a rien de toute façon c'est qui est ça. bien ou mal. Donc du coup, il y a que ceux avec quoi on est en paix et ceux avec quoi on n'est pas en paix. Et il y a des choses qui viendront toujours nous chercher. Maintenant, si on ne tombe pas dans le piège de penser que c'est bien ou mal, mais simplement que c'est une responsabilité personnelle de se mettre en harmonie ou non avec cette donnée, ben, ça va changer beaucoup de choses dans notre vie, je crois. Justement, est-ce que tu pourrais aller plus loin sur cette notion de ni bien ni mal qui, je crois, est fondamentale et quand même hyper confrontante parce que c'est la base de notre éducation? Ouais, alors la base de notre éducation, c'est la morale. Et je crois qu'en fait, la morale, elle est importante aussi. Elle a sa fonction aussi dans le vivre ensemble. Après, c'est pas parce qu'on adopte des règles de fonctionnement en commun, parce qu'on adhère à un projet sociétal, que pour autant, ça veut dire que dans l'absolu, ce que défend la morale est vrai à tous les étages, en fait. Moi, je peux souscrire à des valeurs morales et tout à la fois revenir dans un espace où je peux dépolariser et me rendre compte que la manière dont je vais regarder ou le narratif que je vais nourrir ou qui est servi par la société, par le collectif ou par des sous-groupes, ben, n'est pas forcément une vérité absolue et que simplement si je me remets au centre de mon propre processus,
J'ai un bénéfice secondaire à faire jouer le mauvais rôle aux autres. J'ai un bénéfice secondaire à me mettre moi dans une position de ah ben oui, mais je suis soit victime, soit j'ai raison. Et qu'est-ce qui se passe si j'arrive à endosser la responsabilité de cela et que j'arrête de me cacher dans la zone de confort de soit je suis lumineux, je suis sage, soit je suis victime des autres, mais je reste le gentil euh, à qui il faudrait pas, voilà, faudrait pas entacher cette image-là. Même si ça me blesse, même si je souffre, etc. Et donc, si on va prendre la responsabilité de ça, on se rend compte que déjà, on est créateur en poussant les autres à jouer ce mauvais rôle quand nous-mêmes, on veut pas endosser. Il faut bien qu'il soit vécu quelque part. Et que la seule des polarités, c'est celle que nous, on induit dans ce rapport-là. Et aussi, c'est finalement arrêter de penser qu'on sait pour les autres et qu'on sait pour le monde. Euh, il y a des personnes qui jouent des rôles qui nous dérangent ou dont on se sent pas proche. C'est pas pour autant qu'ils sont pas aussi justes que nous à leur place. Et donc du coup, c'est pouvoir là aussi sortir de nos aveuglements, sortir de nos extrémismes intérieurs pour pouvoir réellement se mettre à la place de l'autre ou alors au moins lui laisser le bénéfice du doute. On parlait du doute, euh, de la justesse de ce qui l'anime, euh, même si nous on n'est pas d'accord avec. Et cette prise de recul, est-ce que tu as une clé pour aider les gens à atteindre ça? Mais une clé comme ça, je sais pas, parce que je pense que c'est pas forcément une recette magique et que c'est tellement multifactoriel Ouais. que c'est plus un processus qu'une recette magique à un moment où justement, y compris dans le dev perso, la spiritualité, on veut que des trucs immédiats, etc. On est dans une société du pré-mâché où on veut tout de suite, que ça nous coûte rien et que ce soit facile, puissant, pérenne. Sauf que bah, la vie, ça demande de l'investissement, ça demande de la recherche, ça demande de l'engagement aussi. Donc après, il y a des pistes, mais qui feront pas forcément que toutes les personnes qui écouteront Mm. cet entretien s'en saisiront de la même manière ou au même degré, mais c'est OK. Je crois que déjà, c'est la prise en compte de nos émotions et se dire, ben voilà, ce qui se joue, c'est mon émotion, mon mental va se servir de cette émotion et va projeter quelque chose, mais finalement, la première des choses qui parle, je disais tout à l'heure, est-ce que je suis en paix ou est-ce que je suis pas en paix, c'est mon émotion. Et mon émotion, c'est parfois j'ai peur. Parfois, c'est j'aimerais être cela, mais je me l'interdis parce que induction morale, sociétale, etc. Et donc, du coup, je vais jalouser ou condamner quelqu'un qui fait quelque chose que j'aimerais vivre, mais que je m'autorise pas à vivre. D'ailleurs, j'avais fait un post qui disait, ben, la personne que tu critiques dans son luxe ou dans sa richesse, ben, c'est exactement ce qui t'empêche de contacter ton abondance. Et ça avait choqué plein de gens, mais c'est vrai, on est tellement en train de juger des choses finalement qu'on envie, mais sans s'avouer vraiment qu'on l'envie. Oui. Et une personne voilà, qui prend la lumière, on va la critiquer, on va la descendre, etc. On va trouver tout ce qui ne va pas, alors qu'en réalité, on mourrait pour être à sa place des fois. Donc, et si on n'a pas juste cette sincérité envers soi-même de pouvoir, on le doit à personne d'autre, hein, on n'est pas obligé de faire des mea culpa publics, hein, mais juste prendre quelques instants, revenir à soi et aller écouter que finalement, il y a peut-être aussi ça qui se joue dans une infime part de notre être. Encore une fois, c'est pas tout ce qu'on est et le prendre en charge surtout. Comment je peux écouter cette part, comment je peux lui venir en aide, comment je peux lui permettre de ne pas être uniquement dans la réactivité, mais de pouvoir progressivement, bah, si c'est ce dont elle rêve, si c'est comme ça qu'elle s'épanouit, cette part de nous, lui permettre de prendre cette place et de prendre sa place. Bah, ça, à mon sens, c'est une piste fondamentale, mais c'est aussi sortir de nos aveuglements qui voudraient qu'on se croit détenteur d'une vérité et surtout, j'ai envie de dire, dans le milieu spirituel qui est, où les gens sont persuadés d'être plus conscients, sans voir que c'est la poutre dans l'œil, et que derrière ça, il y a toujours les mêmes mécanismes de survie qui sont à l'œuvre. Le cerveau a horreur du vide, notre ego est là pour nous sécuriser autour de ce qu'il sait, ce qu'il maîtrise, ou ce qu'il contrôle plus exactement. Et donc, du coup, l'idée de détenir la vérité est simplement quelque chose qui rassure et qui apaise notre système nerveux, même si on se fourre le doigt dans l'œil sur ce qui est vu comme une vérité. Et pour le cerveau, d'ailleurs, il n'en a rien à fiche de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est qu'on y croit. Et dès lors qu'on y croit, là, il y a un mouvement hormonal, toute une mécanique qui se met en place et qui fait baisser la pression, au moins temporairement. C'est fonctionnel et on peut jouer avec ça, on peut mobiliser ces outils, mais dès lors qu'on croit à l'histoire qu'il nous raconte de manière fonctionnelle, encore une fois, pour réguler à cet instant T nos énergies, c'est là que on crée notre propre enfer parce qu'on va tomber dans une spirale. Euh,
bah, d'aveuglement, une spirale de, je disais d'extrémisme, mais c'est vrai, de fanatisme presque, où on va basculer dans quelque chose sans voir même que des causes qui peuvent être puissantes, louables, qu'on va défendre, en réalité, on les dessert parce que l'énergie qu'on y met, même si c'est complètement inconscient, et surtout d'ailleurs si c'est inconscient, euh, ben, n'est pas dévolue réellement à ces causes, mais c'est nous qu'on essaie de sauver au travers de la cause. On pense vouloir porter une cause, mais en réalité, souvent, on essaie de se porter soi-même sous couvert de la cause et donc de se faire, de trouver une légitimité, de trouver une place, de se sentir meilleur, de trouver un espace d'amour de soi ou de reconnaissance et de vendre aux autres une meilleure version de nous-mêmes, ce fameux terme, alors qu'en réalité, la seule personne qui peut se valider, c'est nous. Et certainement, dans nos pires enfers, dans nos parts les moins reluisantes et absolument pas dans ce qu'on vendrait de plus lumineux au monde. Hmm. Ça résonne énormément ce que tu dis parce que je me suis vue il y a juste même quelques semaines. On me parlait beaucoup d'une coach hyper connue. On me disait c'est super intéressant ce qu'elle fait. Et moi je dis non, mais pas du tout. Elle affiche son luxe et millions. Je dis mais n'importe quoi, c'est nul. J'avais écouté un bout de podcast et je me disais ah, bah, alors ça c'est vraiment du b à bas. J'étais dans mon jugement le plus total. Et puis j'ai quand même écouté et elle a quand même des choses évidemment elle est dans une puissance immense et je suis allée voir cette part de moi qui est rejetée parce que j'étais juste jalouse du succès et de la puissance qu'elle a connectée tout simplement. Et alors se reconnaître ça, c'est vrai que c'est quand tu es dans cette démarche de dev perso et puis que tu es en plus accompagnant, donc t'as t'es un peu exemple à des moments, ben, ça demande de la vulnérabilité, mais c'est important de pouvoir aller contacter ces parts de soi, de les reconnaître et de pas en faire tout un plat en suivant. Et maintenant, j'écoute ces podcasts et ça m'apporte beaucoup et c'est très bien. Voilà. Tu parlais Ouais. de tous ces écueils, de certains écueils en tout cas du dev perso, de ce monde qui, euh, qui enferme parfois beaucoup plus qu'il ouvre. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois dont tu voudrais peut-être, enfin, tu voudrais parler pour que les gens puissent être conscients quand ils sont là-dedans? Bah, il y en a un qui vient spontanément, c'est le fait que pour moi, on ne vient pas au dev perso ou à la spiritualité parfois, même si beaucoup de personnes se réclament de la foi, je crois qu'il faut être lucide et se dire qu'on vient à ces domaines-là par souffrance Mm, et que du coup, cette souffrance peut nous pousser à nous aveugler, encore une fois, un peu plus. c'est ça. Beaucoup de personnes se réclament de la foi alors qu'en fait, ils ont pas la foi. Je crois pas qu'ils l'aient, en tout cas. Je crois qu'ils sont pleins de croyances et que, ils mettent dans leur besace plein de croyances différentes. Et la croyance, c'est pas la foi. La croyance, c'est une accumulation mentale et conceptuelle de données. La foi, c'est quelque chose de beaucoup plus intangible, absolu, indicible, indéfinissable, qui échappe à tout et qui pourrait se transposer d'une vision à une autre, mais finalement qui est beaucoup plus universel et quelque chose qui, une fois recontacté, ne nous quitte plus. Euh, je croise beaucoup de personnes et j'en ai croisé en 26 ans d'accompagnement et d'enseignement, des personnes qui finalement ont tellement envie de croire pour essayer d'éviter et de fuir leur marasme intérieur qu'elles sont prêtes à se leurrer encore un peu plus et donc à se maintenir dans un narratif, encore une fois, qui leur fait plus de mal que de bien au final. Et donc, à mon sens, c'est toutes les limites du dev perso et de la spiritualité qui peuvent avoir plein d'aspects hyper positifs, à condition justement d'accepter aussi la part de shadow, la part de deep, la part qui nous confronte et pas uniquement la part qui nous serait lumineuse. Et donc, beaucoup de personnes vont se perdre dans le cosmos, l'astral, les méditations jolies. Beaucoup de personnes vont aussi se perdre, à mon sens, dans les routines idéales qui feraient que je suis dans ma bulle et où rien ne m'affecte ou rien ne me dérange. Et donc, je deviens encore plus intolérant au monde, mais finalement, je cesse de vivre aussi ce monde et de m'y confronter, alors que c'est peut-être aussi ce qu'on est venu y faire. Alors, c'est OK d'avoir des phases de ressourcement. C'est OK aussi parfois, quand on a des pics d'urgence qui sont assez importants, de pouvoir battre en retraite et éloigner les stimuli. Mais l'instant d'après, c'est reprendre aussi sa responsabilité, réouvrir progressivement la porte, se réexposer là aussi, progressivement, d'abord dose homéopathique, puis mini, puis macrodose, pour arriver à pouvoir réintégrer les données, à pouvoir vibrer à l'unisson avec tout le vivant, y compris les fréquences qui sont moins simples pour moi à connecter. Et je crois que c'est ça le but d'une vie, et c'est ça devenir équanime, c'est ça devenir sage aussi d'une certaine manière, ou éveillé, un terme très à la mode, Mm. c'est pouvoir onduler avec toute forme de création,
sans que ça me déstabilise durablement et accepter la vague qui me déstabilise, un peu comme le roseau creux qui peut fléchir mais qui ne rompt pas, qui retrouve son axe, et arrêter de s'entretenir, un peu comme les algorithmes peuvent le faire, qu'avec des personnes qui auraient la même vision que nous, qui penseraient pareil, qui vont nous valider. Alors ça fait du bien, le bon effet de pansement, mais derrière, c'est profondément... euh, c'est, c'est infertile, quoi. Le mot m'échappe, mais c'est infructueux au Contre-productif final. presque, ouais. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Et Mm. chercher un terme qu'on utilise dans la reproduction, euh, mais bon, bref, il me revient pas. Et donc, du coup, derrière, c'est peut-être se confronter un peu plus à l'adversité et à l'altérité et se souvenir que l'unité, c'est pas être tous pareils, mais c'est plutôt être différentes pièces d'un puzzle qui acceptent d'avoir une vision commune et de s'assembler et qui voient que leurs différences complètent et mènent à l'unité. Et donc, cesser de vouloir convaincre les autres qu'on a raison, penser qu'on est meilleur que les autres quand on va dans cette direction et cesser soi-même de fuir les conditions que notre âme a choisi de vivre ici et donc plutôt se demander qu'est-ce que j'ai de meilleur à en tirer. Mm. Chez Access, ils ont une formule que j'aime beaucoup. Ils disent qu'il faut faire vraiment gaffe à pas faire son trou du cul supérieur, et je trouve que c'est très très adéquat. Et tout ce que tu dis, ça montre aussi, tu utilises la régulation du système nerveux beaucoup dans tes accompagnements, et ça montre cette nécessité de savoir voilà se réguler pour changer les histoires qu'on se raconte et changer, ben, comme tu disais, tout ce cocktail d'hormones en fait qui va vraiment influer sur ce qu'on se raconte, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on crée. J'allais te demander comment incarner sa puissance, mais même ben, cette foi, comment connecter cette foi dont tu parles dans le monde ben, globalement très déconnecté du vivant, conflictuel à plein d'endroits, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, consumériste même dans lequel on vit. Alors moi, je crois pas qu'on vive dans un monde déconnecté du vivant. Euh, Je pense je pense que le rôle et le monde et ce qu'on se donne à voir dans le monde, déjà, ben, c'est des lunettes qu'on met. Il y a forcément des choses qui nous apparaissent dangereuses, alertantes, challengeantes, dramatiques. Mais il y a aussi plein d'initiatives magnifiques, plein de choses qui nous font vibrer. Et puis, je crois que les personnes ne sont pas réellement déconnectées. En revanche, je pense qu'il faut leur donner des espaces de reconnexion à l'amour et à l'émerveillement. Euh, Moi, je m'y consacre, tu vois, là, je rentre encore d'un voyage avec des dauphins, c'était vraiment hyper fort. Et je vois que toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur degré d'expérience dans la spiritualité, il y avait des personnes qui débarquaient pour la première fois, qui n'avaient jamais fait de stage, etc. Et c'est certainement celles qui ont été touchées de la manière la plus frontale par le vivant, les dauphins, mais pas uniquement les dauphins, les méduses, les raies, les tortues, le rythme, retrouver leur rythme intérieur, etc. Je pense juste qu'il faut fonctionner en termes d'amour et plus justement d'alerte. Aujourd'hui, on est toujours pour l'écologie, pour tout, on nous parle tout au travers de la perte potentielle Mm, et pas et donc de la nécessité de protéger, ce qui est très bien. Mais d'un autre côté, si on permettait aux personnes de se souvenir de l'enfant en elles qui s'est émerveillé d'un arbre, j'en vois là des feuilles qui dansent, mm, de la première fois qu'ils ont vu un arc-en-ciel, euh, de la première fois qu'ils ont connecté un animal, et ils n'avaient pas peur, ils avaient envie d'entrer en communion avec lui, ben, ça devient naturel de ne pas faire de mal, de protéger, de respecter, d'honorer. Et donc, du coup, c'est aussi aller rechercher cette part-là. Mais on peut la contacter en ville, on peut la contacter dans son imaginaire, on peut la contacter à travers la télé, on peut la contacter partout. Et donc, du coup, le monde qui est le nôtre aujourd'hui peut être quelque chose au travers duquel on s'enferme, dans les réseaux, dans le téléphone, qui nous capte l'attention, etc. Mais encore une fois, tout ça, c'est que des vecteurs et des véhicules, et ça dépend ce qu'on en fait. On mm. peut nourrir le rapport au beau, à l'art, à l'inspiration, à la découverte, à la connexion avec des animaux. Et on pourrait même se dire d'ailleurs qu'à l'heure où il faut peut-être réduire notre empreinte carbone et pas prendre un avion tous les 10 du mois, ben, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et on va pouvoir vivre des choses par procuration, mais le cerveau ne fait pas la différence et donc C'est du ça. coup, on va vraiment s'en nourrir au travers de une personne qui va le vivre pour des milliers d'autres et qui ouvre des portes et qui permet de maintenir ce lien au beau, à l'amour, à l'émerveillement. Donc, du coup, encore une fois, ces outils, on peut les vilipender, on peut les diaboliser, mais ils ne sont que ce qu'on en fait. Donc du coup, c'est réellement être créateur, euh, être à la hauteur de la puissance dont on se réclame et décider d'incarner le meilleur. Euh, ouais, en mettant peut-être comme curseur le fait de chercher le beau,
plutôt que de chercher ce qui pourrait ne pas aller, ce qui nous fait peur ou ce qui pourrait devenir dangereux. Alors, sans être un béni-oui-oui, sans tomber dans le bisounours, mais en faisant un choix qui est, à mon sens, militant, activiste, de décider de voir le beau, sans faire l'économie du pire, mais en décidant de donner plus d'importance à ce qui m'émeut, à ce qui me touche et à ce qui me fait m'expandre. Hmm. Tu as parlé des dauphins, beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous parler de ta connexion à eux, de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils... Moi, quand j'étais petite, je voulais être delphinologue, et en fait, c'est aussi en reconnectant notamment ton compte que je me suis rappelé de ça. J'avais oublié que j'avais une passion pour les dauphins quand j'étais gamine, c'est incroyable d'avoir oublié ça. Et quand j'ai suivi tes aventures, les retraites, etc., je me suis dit, ah, mais oui. Mm. Ouais, c'est chouette. Alors moi, j'avais pas du tout ce rêve-là. Euh, ouais, je suis très ému et je me dis c'est fou, ça fait 18 ou 19 ans que j'accompagne les personnes avec l'énergie des dauphins et à la fois, Hmm. je crois qu'à chaque fois, je suis de plus en plus ému. Pourtant, j'ai raconté ça des milliers de fois. Mais voilà, pour moi, les dauphins, alors déjà, qu'est-ce qu'ils nous apportent? J'en sais rien. Euh, je crois qu'ils nous ramènent à nous et d'une certaine manière, j'ai pas non plus envie de les réduire à quelque chose qui pourrait nous apporter parce que bien souvent, ben, une plante, on va considérer ben, elle est bonne à ceci ou elle est bonne à cela. On va prendre une pierre et on va lire plein d'encyclopédies de litho qui vont nous dire ben, cette pierre, elle sert à ça. Et donc, du coup, on n'est pas présent à la pierre, on la rencontre pas comme un être vivant, on rencontre pas la plante qui est dans cette fiole. Et on va rencontrer un dauphin en lui demandant de nous apporter quelque chose plutôt que de simplement être dans la justesse de le rencontrer. Et je crois que c'est comme dans n'importe quelle relation. Déjà, on va se rendre des services parce qu'on a construit du positif ensemble, sans enjeu et sans attente de l'autre, sans utiliser l'autre, juste en étant dans un espace de communion. Et je crois que c'est beaucoup ça avec les dauphins. Mais après, c'est sûr que leur fréquence est là pour nous permettre nous accompagne, nous facilite le fait de retrouver notre véritable nature et de lever les entraves. Tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de puissance. Ben, certainement, ne pas essayer de stimuler la puissance, mais cesser de l'entraver à travers toutes nos projections, nos mécaniques, nos conditionnements. Et les dauphins, ben, ils nous permettent de revenir sans avoir besoin de le réfléchir à cet espace qu'eux, ils incarnent si bien. Et, et justement de dépolariser aussi, parce qu'ils ne se posent pas la question de savoir si la vague, elle est bonne ou mauvaise. Et ils nous ramènent à la joie d'être qui nous sommes, plutôt que de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Donc c'est une vision radicalement différente de tout ce qu'on propose dans la spiritualité, dans le dev perso, qui serait plutôt une déconstruction, plutôt que devenir, et qui passe, à mon sens, par le véritable amour, qui est de s'embrasser, y compris dans tout ce qu'on préférerait ne pas porter, plutôt que d'essayer de se changer. Et, euh, et voilà, mais c'est quelque chose qui se vit au-delà des concepts, que ce soit vibratoirement, au travers notamment de l'école que je porte, mais aussi au travers des voyages, en les rencontrant physiquement. Euh, mais voilà, je sais pas, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont sauvé ma vie, qui, qui, qui m'ont permis de me rendre compte de ce que c'était d'être vivant, même si je croyais déjà l'être, d'être en joie, même si je croyais déjà l'être, d'être optimiste, même si je croyais déjà l'être, et d'être intense, même si je croyais déjà l'être, etc., etc. Et même si peut-être à l'extérieur, rien n'a changé, et les gens me perçoivent de la même manière, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de différent qui s'est allumé. Et c'était peut-être moins artificiel, moins factice, mais beaucoup plus primal, tout simplement. Et comment s'est passée cette rencontre, cette ouverture à eux? Cette ouverture, elle s'est passée par ben, un message télépathique, alors voilà, ça fait très perché comme histoire, mais c'est la mienne. Voilà, c'était en janvier 2007, je crois, ou 2006, bref, peu importe. Et j'ai eu ce message qui disait les dauphins veulent te rencontrer, ils te donnent un rendez-vous, il faut que tu ailles à leur rencontre, ils ont des choses à te partager. Et ils m'ont donné rendez-vous à un point précis en Nouvelle-Calédonie. Et bon, moi, je suis le mental un peu comme ça. Donc, bon, bah, une fois, deux fois, trois fois, c'était un disque rayé plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, jusqu'à ce que je me dise, bon, je vais commencer à investiguer, à voir, bon, ça coûte combien un billet pour aller en Nouvelle-Calédonie, parce que Oui, bon, ils m'ont pas c'est loin. donné, ouais, voilà, ils m'ont pas donné rendez-vous au bord de la Méditerranée, ils sont À l'île gentils. de Ré, ouais, ou... Ouais, voilà. Et du coup, bah, tout s'est mis en place à la vitesse de la lumière. C'est ça qui a été fou, c'est que
on a connecté une personne qu'on connaissait depuis longtemps et qui finalement était partie vivre là-bas. Et voilà, et tout s'est enclenché. Et arrivé sur place, en revanche, tout s'est pas passé comme prévu et comme dans toutes les aventures initiatiques, je crois. Et donc, du coup, Mm. mes bagages déjà n'avaient pas suivi. Ils étaient restés à Amsterdam. Donc, du coup, pendant 3 jours, pas de maillot, pas possibilité d'aller nager avec eux. Et le troisième jour, quand je suis allé récupérer mes bagages, on s'est arrêté sur un mont euh, avec une énergie très particulière. Et j'ai été amené vraiment par ces énergies des dauphins, mais pas du tout au sens où je l'imaginais, pas du tout maritime, sous-marin, etc., mais vraiment au sens très chamanique du terme. Et là, ils se présentaient plutôt comme des gardiens de la terre et ils m'ont invité à faire une méditation au creux d'un banyan, en fait, avec ces racines qui m'englobaient. Et c'était hyper puissant, je crois que je serais resté des jours, vraiment. Et on m'a sorti de la méditation parce que la nuit allait tomber, on avait 2 heures et demie de route encore pour redescendre dans la voiture et que ça devenait dangereux d'attendre. Et je me suis relevé, j'ai voulu partir et l'arbre m'a rattrapé, j'ai trébuché. Je suis tombé, mais d'une chute, mais vraiment ridicule, absolument pas spectaculaire. Vraiment, je suis tombé sur les fesses et je me suis juste rattrapé avec les bras comme ça. Sauf qu'il y avait la racine du banyan qui était là et mon bras s'est brisé sur la Wow. racine. Avec, moi, j'ai entendu un crack, mais j'ai cru que c'était une branche. Et quand j'ai voulu me relever, ben, mon bras s'est littéralement dissocié. Tellement, enfin voilà, c'était pas une simple fracture, il y avait un déplacement, elle était limite ouverte. Et donc, du coup, ben, j'ai marché pendant 2 heures dans la forêt en tenant mon bras qui était désolidarisé. Et j'ai été opéré à Nouméa. Euh, et à ce moment-là, il y a eu un immense lâcher-prise qui s'est fait. Et j'ai eu l'impression que mon bras devenait un cristal. Et puis ensuite, j'ai continué mon aventure là-bas, qui a été extraordinaire, mais en voyant les dauphins que de loin, parce que cicatrice. Bah oui. Bref, j'avais loupé du temps parce que à l'hôpital. Bref. Et voilà, mais j'étais très content de ce que j'avais vécu. Et 2 ans jour pour jour après cette initiation fracture, j'ai été réveillé en pleine nuit, 3h33. Et ils m'ont intimé de me lever, ils m'ont transmis un enseignement pendant plusieurs nuits, l'oracle, Mm. des élixirs, et puis ils m'ont demandé de transmettre leur message à travers le monde. Et durant 18 ans, c'est ce que j'ai fait. Waouh. C'est fou. Waouh. J'allais te demander ce que tu avais vraiment eu besoin de lâcher pour pouvoir te connecter à cette foi et à cet amour. Ça fait partie. Tu viens de nous le raconter ou? Pour moi, en tout cas, il y a pas eu de difficulté à lâcher quelque chose pour connecter ça. Là où j'ai eu le plus de choses à lâcher, c'est pour accepter de l'assumer, ce qui est très Mm. difficile. Et parce que pour moi, ça a été comme une mort sociale, en fait, Ouais. de dire, voilà, et salutaire, hein, mais j'avais construit ma vie, mon début de vie sur le fait de pouvoir exister socialement en fait. Et donc du coup, exister socialement, ça a été faire des hautes études, ça a été embrasser une carrière dans le social avec les valeurs qui étaient Mm. miennes, humanistes, etc., mais quand même remarquables. Et donc du coup, j'avais coché toutes les cases qui étaient censées me sécuriser, qui étaient censées m'assurer la reconnaissance, qui étaient censées compenser mes manques d'amour de moi ou d'estime, etc. C'était censé euh, contrebalancer aussi toutes les blessures transgénérationnelles de mes lignées que je restaurais là-dedans. Bref, il y avait plein de choses. Et donc, du coup, j'étais sur des rails, mais où je portais des choses inconsciemment très fortes. Et devoir lâcher tout ça pour devenir un gars qui parle avec les dauphins. Le perché, quoi. Mm. Ouais, le percher. Même si j'étais déjà thérapeute et j'avais déjà fait un premier coming out spirituel, mais là, les dauphins, ça allait plus loin. Et d'ailleurs, même mes parents m'ont dit au moment, bon, ok, le Reiki, l'énergétique, etc. Mais alors là, les dauphins, waouh, là, on te suit plus, quoi. Le Et, langage galactique ou je sais pas quoi, tout ça. et en fait, quand ils m'ont entendu en parler ensuite, c'est devenu évident aussi pour eux au total. Mm. Mais voilà, parce que moi-même, je l'avais assis et que je l'avais assumé, et aux yeux de tous, et pas simplement d'un petit microcosme aficionado, mais aux yeux de tous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben voilà, moi je parle aux dauphins, ou j'aide des personnes à se reconnecter à elles avec des dauphins, ben ouais, c'est particulier, donc ça m'a demandé de lâcher beaucoup de choses, et donc paradoxalement, de devoir suffisamment m'asseoir en moi sans plus avoir forcément besoin que l'autre me reconnaisse aussi dedans. Et donc, et je pense que c'est un processus sans fin. Mais, euh, mais voilà, je leur suis reconnaissant parce que au travers de ça et de ce que je transmets, ben, ça m'a permis à moi aussi de devoir faire ce travail impérieux.
Et quelle est, encore aujourd'hui, c'est quoi ta manière, je veux dire, préférée de revenir à l'essentiel quand ça bouge, quand tu te sens un peu te perdre? Alors, je crois que je me sens jamais me perdre, mais en tout cas, je peux être brassé, ça oui, souvent. Euh, mais en principe, quand je suis brassé, je ne fais rien. Je continue d'être dans la houle, en fait. Et je continue Mmh. d'être avec. En fait, ce que les dauphins m'ont beaucoup appris, c'est qu'on cherche toujours une solution, mais que peut-être qu'il n'y a rien à changer. Et que c'est juste comment je peux être au mieux avec ce qui est plutôt que d'essayer de changer les circonstances. Et donc, du coup, j'essaie, un peu comme quand on est sur un bateau, parfois on le vit bien, et puis parfois on a le mal de mer. Et on va essayer de. On va pas demander à ce qu'on arrête le bateau, on va essayer de le vivre du mieux possible. Et moi, c'est beaucoup ça. Ne pas m'extraire, ne pas essayer d'aller ailleurs, ne pas m'endormir, ne pas m'anesthésier, mais juste essayer d'être du mieux possible avec ce qui est. Et pour ne pas déjà avoir à le revivre et à proroger l'expérience, mais aussi pour aller cueillir le trésor caché, qu'est-ce qui est là et que j'avais pas vu et qui fait que j'avais polarisé dans un sens. Mais sinon, euh, ce qui me fait énormément de bien, et je le vois, même si je me dis pas, ah tiens, ça me manque, mais à chaque fois que je suis avec les dauphins, je sais qu'il ne manque rien à ma vie. Et que quand je reviens, j'ai toujours un temps d'acclimatation qui est presque douloureux parce que plus rien ne fait sens en fait quand je reviens dans ma vie lambda, même si j'adore ce que je fais enfin, au demeurant, mais là-bas, je touche à cet essentiel où j'ai besoin de rien de plus que des partages, de l'eau, des dauphins et et le plaisir de me sentir complètement moi et complètement accueilli et compris aussi. Et là, tu rentres, tu étais à Madagascar, je crois? Non, Heu, alors Madagascar, c'est en novembre, mais ah! j'étais en mer Rouge. J'étais en mer Rouge à nouveau, là, ouais. Ah, tu en mer Rouge à nouveau. Ça t'a fait ça en rentrant là? Tu rentré il y a quelques jours? Ouais, je suis rentré il y a quelques jours, ouais, ouais. Alors, j'ai mis en place des stratégies pour qu'au bout d'une semaine, je revienne vraiment dans le concret parce que, voilà, il y en avait besoin. J'ai été une semaine entre deux eaux et puis après, je dis, bon, voilà, maintenant, il Mmh. faut actionner quand même. Je peux pas rester éternellement dans cet entre-deux. Mais oui, 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 à chaque fois, c'est ça. Et alors, et la seule fois où j'ai fait 15 jours d'affilée, j'ai arrêté pendant un an. Tellement ça faisait plus sens. Et je me suis levé un matin, j'ai dit non, mais je peux plus. J'ai annulé 12 mois de rendez-vous, j'ai annulé tous les séminaires qui étaient remplis, j'ai remboursé les gens et j'ai arrêté pendant un an. Waouh! Parce que, voilà, je dis, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Non, ça fait pas sens d'enchaîner les rendez-vous. Non, je veux juste me laisser être. Je me suis laissé traverser. Voilà. Pendant un an. Ouais, alors j'ai fait plein de choses, hein. J'ai appris le motion design, ce qui m'a permis de travailler les vidéos vibratoires, l'animation 3D. J'ai créé un spectacle pour transmettre la spiritualité sans étiquette. J'ai fait du coaching chorégraphique pour que ça passe dans le corps, que je danse, que je bouge. Je fais plein de choses autour de ça, euh, mais sans rien présenter à l'extérieur. En fait, déjà, je m'en suis nourri. Et, Mmh. euh, et, euh, et voilà, aussi faire plein de choses sans but ou sans nécessité de concrétiser. Mmh. C'était Résultat. très porteur aussi. Ouais. Ouais. OK. Si tu pouvais transmettre une fréquence à l'humanité en une phrase, ce serait quoi? Ce serait que vous avez tout en vous. Et ça, c'est un truc qu'on entend souvent, mais nous avons tous tout en nous. Et notre responsabilité pour le révéler, c'est pas simplement d'essayer de se dépasser, c'est aussi d'être en capacité de voir le meilleur en chacun. Et surtout, chez ceux qui semblent ne pas l'incarner. C'est peut-être ceux qui en sont le plus porteurs et c'est peut-être ceux qui ont le plus besoin qu'on le décèle. Donc, si vous êtes, ou si vous vous croyez un tant soit peu ouvert, empathe, spirituel, hypersensible, euh, multipotentiel, zèbre ou que sais-je encore, euh, de grâce, au moins de temps en temps, euh, mettez ce curseur-là. Tiens, quelqu'un me vend la vision la pire de lui-même. Et si c'était une stratégie inconsciente? Et si cet être était un joyau? Et si j'arrêtais de l'entretenir dans ce qu'il essaie de me vendre de lui, et si j'allais voir un peu au-delà, quand le vernis s'écaille, pour voir tout ce qu'il cache au monde et qui pourtant pourrait faire toute la différence à la surface de cette terre, et si un être, une nanoseconde, se laisse émouvoir par la beauté d'une personne qui, pour les raisons qui sont siennes, euh, se bagarre avec sa plus belle identité, bah alors peut-être que le monde peut tourner rond. Mmh.
Donc laissons-nous émouvoir et laissons-nous voir le meilleur en chacun. Encore une fois, sans angélisme, mais un peu comme euh, dans les tribus, je crois que c'est chez les Kogis qui, quand quelqu'un déconne, euh, toute la tribu le convoque sur la place du village et plutôt que de le sermonner, chacun va lui dire ce qu'il voit de beau en lui, avec le Hmm. plus de sincérité possible. Nous sommes des accordeurs, des harmonisants, et en cette capacité si on le vibre vraiment, bien sûr que ce soit pas un discours, si on est ému par ce qu'on peut déceler chez l'autre, alors on peut lui permettre de le reconnecter, ne serait-ce que par le reflet qu'on y en fait. Euh, donc soyons cela les uns pour les autres, un miroir de lumière. Merci beaucoup pour... je suis tout émue. Merci pour ça. Pour revenir à des choses un peu plus terre à terre, donc les actus, c'est quoi actuellement pour toi? Donc il y a notamment ce voyage à Madagascar. Ouais, on part à Nosy avec les tortues, Waouh. avec les raies, et toutes des transmissions autour du retour aux origines. Ça va être très fort avec du cosmique, du galactique, mais aussi du chamanique. Donc ça va être vraiment une renaissance magnifique. Donc ça, c'est en novembre. Il reste quelques places. Et puis après, bah, c'est l'école des maîtres dauphins voilà, qui ne cesse de grandir, qui a pris un essor en un an magnifique avec des gens magnifiques et aussi. On partage énormément une belle tribu. Puis également la formation accordeur quantique, qui en est à sa quatrième promotion là et qui commence tout juste. Donc un vrai bonheur aussi. Puis plein de petits programmes. Là, je prépare une université d'été qui va bientôt sortir. Et puis un programme spécial été aussi pour permettre aux personnes de tout exploser. Euh, D'être en mode zéro limite pour la rentrée, on va dire. Super. On peut toujours, par exemple, intégrer la formation d'accordeur quantique ou l'école des maîtres dauphins ou c'est trop Alors, tard? l'école des maîtres dauphins, on peut, ouais, on peut en permanence. Accordeur quantique, on est juste à la limite là. D'accord. On va commencer le module 1, donc c'est encore faisable, on va dire, dans les 15 jours qui arrivent. Après, voilà, ça devient un peu plus compliqué, mais on peut toujours m'écrire, ça dépend, ça sera au cas par cas. Ok, c'est entendu. Merci beaucoup, beaucoup Gilles pour tout ça. Et puis on se retrouvera un jour sur une retraite avec les dauphins. Avec grand plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi.